Et bonjour les amis, bonsoir plutôt, cette heure tardive, il est 21 heures. Une heure inhabituelle, mais une heure de rockstar. Et oui, je vais accueillir une rockstar dans ce live exceptionnel avec un artiste que j'adore. Voilà, on a beaucoup de points en commun, Renaud Hanson et moi. Renaud Hanson, voilà mon invité de ce soir. Entre Satan Joker, Starmania, la légende de Jimmy, Notre-Dame de Paris, on va surtout parler de ce heavy metal, de ce hard rock des années 80 avec Satan Joker et puis toute une ribambelle de groupes dont Judas Priest, dont affectionne particulièrement mon ami Renaud, mais aussi peut-être on parlera de Scorpion. Donc Scorpion, donc ce magnifique t-shirt que j'arborde ce soir. Ce t-shirt qui représente l'album Blackout. Blackout, c'est peut-être un blackout qu'on va connaître hein, d'ici ces prochaines semaines. Peut-être un blackout électrique, peut-être un blackout Internet. Mais en tout cas, ça ne va pas nous empêcher de faire des lives intensifs et des lives quelquefois anxiogènes, si vous me suivez sur Instagram le midi. Mais là, ça va être un live musical. On va s'éclater, mes amis. Je suis en forme. Je me suis préparé un petit verre de. Je vous dirai c'est ce que c'est plus tard. Je vais vous accueillir avec un petit extrait d'un super DVD. Et c'est un super DVD qui raconte l'histoire d'un groupe français, d'un groupe qui a participé dans les années 80 à ce feu qui a brûlé en France, c'est le feu du hard rock. Le hard rock qui est une branche du heavy metal. Et on va voir un extrait de ce DVD sur l'histoire de Satan Joker. En mars 83, débarque dans les bacs de tous les disquaires le premier album d'un groupe français qui fait déjà parler de lui, Satan Jokers. Quatuor heavy metal innovant dans la fusion de sa musique, choquant par son look extrême et ses déclarations tapageuses dans le milieu hard rock français, mais qui, au-delà des clichés et du 20e degré, saura appliquer un rare professionnalisme pour parvenir à son but. Il y avait en même temps la fin du punk des années 70, le début de la new wave. Le métal avait toujours traversé un petit peu sans être tout à fait reconnu à sa juste valeur. L'album Les Fils du Métal va se vendre à près de 100 000 exemplaires. Et le groupe, emmené par son charismatique leader, Renaud Hanson, va entamer une carrière parsemée de succès et d'obstacles où il va démontrer les compétences musicales et la violence scénique qui le caractérisent. Elle est magnifique notre star. Attends, j'arrête la musique là. Ah là là, écoute, je suis en super forme. Tu m'entends? Eh ben oui, je t'entends. Et toi, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends super bien. Attends, alors, je vais monter le son. Est-ce que c'est une introduction à la hauteur de ta réputation de rockstar? Ouais, c'est bien. Surtout que c'est un bon film, ce film-là, réalisé par Frank Brandala. Magnifique. Satan Joker, la grande illusion. Ouais, la grande illusion. Ouais. Pourquoi la grande illusion, mon cher Renaud? Parce que pour beaucoup d'entre nous, musiciens de hard rock des années 80 en France, on a eu beaucoup d'espoir de devenir des espèces de Van Halen ou de Led Zeppelin ou de Black Sabbath francophones, et que malheureusement le soufflet est aussi vite remonté est aussi vite descendu qu'il n'est monté. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que la période en fait était relativement courte. Tu as créé Satan Joker en 1983. Ouais, en fait, Satan Joker existait en fin 81 et le premier album est sorti en 83. Les Fils du Métal. Du métal. Et donc c'est une période très courte qui a duré. En fait, c'est Trust qui a ouvert la voie le 29 mai 1980, le 30 mai 1980. Il y a un livre qui raconte très très bien cette histoire-là. Oui, je l'ai. Ah, magnifique. Magnifique. Hein. Le mec qui a écrit ça d'ailleurs me l'a dédicacé et il s'est servi d'une phrase des Fils du Métal pour l'introduction de son bouquin. Et donc je l'ai eu au téléphone, très très sympathique. C'est Pascal
paillardé. Ouais. Et donc, il explique dans ce livre, pour les passionnés de notre génération, parce que bon, on est des quinquas hein, maintenant. On est des quinquas, c'est ça. Pour les passionnés de cette génération, vraiment, je vous conseille ce livre. Donc, en fait, la période était très courte. Ça a duré à peu près 2-3 ans, c'est ça? Joker, ça a duré très officiellement à travers les albums. Ça a duré de 83 à 85. J'ai remonté le groupe ensuite en 2008 et ça a existé, tu vois. Moi aussi, je l'ai, tu vois, avec une très belle dédicace. Une très belle dédicace. Cher Renaud Hanson, voici le récit d'un fils du métal où l'on entend résonner, je laisse faire ma passion pour votre musique, je garde un excellent souvenir de notre rencontre. Bien à vous, Pascal. Et le mec, dès la première page, en fait, à Hélène, ma rock goddess, donc ça doit être sa femme, je pense, Ouais. il met nos dieux sont électriques, bardés de cuir et de fer, orage d'acier, attaque sonique, invoque avec nous le tonnerre, les fils du métal, 1983, Stan Jokers. C'est les paroles à papa, c'est moi qui ai écrit ça, hein, des conneries comme ça. Ah, tu es fier de ça. Tu es fier d'avoir laissé quand même un putain d'héritage. Hein. Oui, c'est un héritage que ce groupe-là a laissé, c'est une évidence. On s'en rendra compte quand moi j'aurais trépassé déjà. Mais je veux dire, on se rendra compte, Trust, si tu veux, a mis sur la voie des groupes comme Satan Joker, Sortilège, Attentat Rock, Vulcain, ADX, etc., etc. Donc, Blasphème, je vais en oublier, donc je vais pas en citer plus que ça, mais, et Satan Jokers, nous, on a été les précurseurs de la fusion métal, parce qu'en fait, l'intérêt de Satan Joker, c'était de mélanger tous les genres. C'est ça l'histoire. Parce que tu avais, tu avais des musiciens quand même, ce qui n'étaient pas des manchots, hein. Voilà, notamment à la basse aussi. Donc, il y avait des musiciens qui étaient des techniciens. Je bois des choses moins saines que toi. Ah, je sais pas. Tu sais pas ce que je bois. Tu sais pas c'est ce quoi, que alors je bois. Hein, C'est qu'est-ce que c'est d'après toi? Ça peut être du whisky cocktail. C'est mon rhum préféré. Non, moi, je suis pas whisky. Ah, C'est mon rhum, c'est un rhum que m'a offert ma belle-mère. Écoute, mais de tu Mathusalem. t'alcoolises quand même des fois un petit peu. Et regarde avec quoi je le bois. Avec du Alors Coca-Cola. là, tu peux faire une copie d'écran. Hein, Gilles Lartigot avec Coca-Cola. Là, c'est mythique, là. T'as changé depuis que t'as fait un petit séjour à l'Oslo. T'as changé, toi. Non, mais c'est toi qui me ramène sur un mauvais chemin. Voilà. C'est un mauvais chemin. T'es de mauvaise influence. Il faut le dire que t'es de mauvaise influence, quand même. Ah non, Donc, ça c'est pas vrai. Ah, mais pas je vrai. vais demander à Flo. Elle va me dire si tu n'es pas de mauvaise influence. Elle est derrière. Je sais, elle est jamais loin, de toi. C'est ta fan numéro 1. C'est une belle histoire, en fait, que vous vivez tous les deux. Donc, est-ce que parce qu'on n'a rien préparé tous les deux, on est un peu des branleurs quand même, hein. Moi, j'ai devant moi, là, j'ai vu que tu avais passé une vidéo. Moi, je vais pas passer des vidéos, mais je peux passer des 30 secondes, 15 secondes de trucs comme ça. J'ai devant moi le backup de la clé USB de ma voiture. Et dedans, il y a toute l'histoire du rock, quoi. Il y a tout. Il y a Led Zepp. Écoute, si tu veux me faire, écoute. Fais attention des extraits, 15 secondes, tu vois, parce que des fois, Instagram peut couper selon le titre, tu vois, tout ça. Bon, c'est pas grave, on se reconnecte, hein. Le premier album que j'ai acheté de hard rock, ça a été ce riff-là. C'était ça. Balance. Ouais, c'est Black Sabbath, voilà. Ça a été ça. Alors attends, ça arrive. C'était lourd. Alors, c'est ça le heavy metal. Heavy, pourquoi? C'est lourd. C'est les inventeurs du heavy metal, Black Sabbath, parce que c'était tellement lourd. Voilà, c'est ça l'histoire. Et après, alors quand t'as la voix d'Ozzy qui chante, là moi j'étais par terre parce que c'était la voix métal par essence, quoi. C'était le début du truc, quoi. C'était le début du truc. Il avait quand même. Just like witches at black masses. Voilà, donc ça. Tu arrives dans ce registre, t'arrives à chanter dans ce registre, dans le registre. Ah ouais, moi j'adore ça, moi. On risque de l'intégrer au projet Rock Legend, cette chanson. On risque de l'intégrer alors qu'elle fait 8 minutes quand même, hein. C'est un gros bagarre. Ouais. Donc avec Rock Legend, c'est ton groupe de cover, tu reprends des un groupe de cover, je m'amuse, c'est un groupe de cover qui a existé
après Judas Priest, que toi t'aimes bien, ou qui reprend que du Judas Priest, là dans Rock Legend, on balaye très très large. David Bowie, les Beatles, les Stones, Led Zepp, Black Sabbath, Deep Purple, ça va, c'est des trucs plus actuels aussi. Enfin, c'est un truc qui occupe énormément de mon temps depuis 1 an et quelques. Alors, je veux absolument le voir. Je veux absolument le voir. Et je te l'ai dit, je vais t'aider à produire une date à Marseille. C'est officiel. Ouais. Ah bah oui, ouais, tu es obligé de venir. Parce que là, déjà, je sais que tu as des super fans là qui sont là. Je sais qu'il y aura quelques Marseillais aussi. Donc, on va te faire venir. Parce que l'avantage, en fait, c'est que toi, tu as une palette qui est juste incroyable. Avec bien sûr ce hard rock et ce heavy là qui, on voit que c'est ta passion. Après, tu as ton autre carrière, de carrière solo, parce que là, tu viens de sortir un album. Populaire, ouais. Populaire, voilà, de variété, on peut dire, de bonne variété. C'est ton parcours dans les comment on appelle ça, les comédies musicales. Ouais. Voilà, Starmania, donc Notre-Dame de Paris, tout ça. Et je t'avais posé une question sur ton dernier live, parce que tu fais des lives sur Facebook. Ouais. Je t'avais demandé quelle était la formation avec laquelle tu prenais le plus de plaisir. Non, mais là, ça me mentir, on est entre nous, hein. Mais non, mais ne me dis pas toutes. Voilà. Non, je veux que tu m'en sortes une. Éteins cette lumière et allume l'autre petite qui est à côté. Ça fait un contre-jour terrible. Ça c'est bien. Hop, c'est bien. Flo, c'est bien. Bouge plus. C'est bon les lives. J'ai mon éclairagiste personnel. Moi, quand je fais une émission avec toi, quand je fais un truc avec toi. Tu sais qu'on a la même éclairagiste. Hein. Oui, je sais, j'imagine. Voilà, tu le sais, hein. Moi, c'est ma femme aussi. Donc, c'est vrai que nos femmes sont importantes dans nos vies. Mais de toute façon, il n'y aurait pas de grands hommes s'il n'y avait pas une grande femme derrière. Bon, tout ça pour dire que c'est très prétentieux ce que je viens de dire, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que le projet dans lequel je m'éclate à faire Hanson au solo, mais ce qui m'éclate le plus, pour la créativité, c'est Satan Jokers, pour l'inventivité, la liberté totale que ça laisse d'être en avance sur une époque, et de faire des trucs insensés. Ce que j'ai fait avec mon psychiatre est totalement insensé. La reformation de Satan Jokers, avec le docteur Laurent Carilla, faire un album qui s'appelle Addiction. Ensuite, un album qui s'appelle Psychiatrique, avec 12 chansons qui déclinent 12 maladies psychiatriques. Puis, Sex Opéra sur les déviations sexuelles, et sur l'obsession sexuelle, et sur l'addiction sexuelle. C'est complètement barré. C'est des albums indémodables, intemporels, qui marqueront mon passage dans la musique, ça je le sais. La pop musique, j'adore ça, et le groupe peut-être avec lequel je m'éclate le plus, parce que il n'y a pas besoin de préparation, c'est un groupe de rock, de scène, un groupe de live, c'est Furious Zoo. Ah ok. Ça c'était... Je crois avoir été honnête. Je te remercie. Là, je vois que tu transpires l'honnêteté. Donc, je te ferai venir à Marseille puisque tu vas présenter comme ça. Tu feras la première partie et tu feras la tête d'affiche aussi. Hein tu auras un changement de costume. Voilà. Mais voilà, il faut absolument qu'on fasse ça lorsque la normalité sera revenue. C'est une bonne idée. On peut faire une soirée en Hanson et cinglé où on met du Judas Priest sur 5 chansons, du Furiosos. Enfin, tu vois, c'est pas un problème. Ne t'inquiète pas, j'ai ma petite idée sur la question. Mais ça, des idées, je sais que t'en as une à la seconde. Et on va attendre que le retour dans la normalité. Comment tu vis le confinement, mon ami? Toi qui n'étais jamais en place. Bah, moi, je le vis super mal. Mais si tu veux, avec Florian, c'est vrai qu'on a l'habitude, depuis que j'ai acheté une maison, on a l'habitude on aime rentrer chez nous. Mais là, ça commence à faire chier, quoi. Ce qui me manque, c'est les concerts. Ce qui me manque horriblement, c'est les concerts. Donc là, je vois que tous les artistes, comme moi et d'autres, j'ai vu Bruel le faire, j'ai vu Axel Bauer le faire avec un super son. Il a mis sa carte son dans son ordinateur. Enfin, je sais pas trop ce qu'il a fait, mais il y avait un super son. On fait des concerts à la maison, mais c'est pas du boulot, quoi. C'est n'importe quoi. Moi, je le fais sans micro parce que je suis pas équipé pour faire ça. Donc, ce que je fais, c'est que j'envoie une bande son ou alors je me mets au piano et je fais des trucs en direct. Mais c'est ce qui est intéressant. Moi, je le vois avec les artistes québécois qui ont beaucoup moins de réticence à chanter même a cappella. Tu vois, à chanter avec une guitare sèche. On n'a pas besoin d'avoir une méga production. Ce qui est intéressant, tu vois, dans les lives Instagram que nous faisons tous les deux, c'est le deuxième live que tu fais avec moi, c'est que voilà, c'est intime. On n'a pas forcément les moyens qu'on a à la télévision, mais en même temps, on n'a pas besoin de faire le tapin, tu vois, pour aller en télévision. Parce que toi, je sais que t'aimes pas trop ça, en fait. Non, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. Ça t'a mis un petit peu. C'est pas mon truc.
Chacun sa boisson. Moi, j'ai une boisson de hard rocker. Toi, t'as une boisson de... Non, je déconne. Alors, attends. Chacun son style, mon ami. Faut pas mettre trop, parce que trop, après, t'es trop bourré. Ça dépend. Tu as la méthode Lemmy Kilmister. Donc Lemmy, c'était 8 doses de rhum et puis de Jack et 2 doses de coca. Hein. C'était juste un peu de coca, voilà, Lemmy. Bon. En même temps, il a tenu jusqu'à 70 ans et il est mort sur scène. Avec une hygiène de vie quand même qui est déplorable. Est-ce que ton hygiène de vie s'est un peu améliorée depuis qu'on se connaît? Je sais pas si je peux répondre à ça. Tu peux répondre à ça, on est en toute honnêteté. Ouais, tu fais un petit peu plus attention à ta santé? Ouais, avec l'achat de la maison, déjà, je suis moins stressé par un voisinage qui me cassait les couilles et que je voulais taper toutes les 10 minutes, quoi. Tu vois, je voulais assassiner le chien de mon voisin du dessous et lui faire bouffer son chien par ses fesses, quoi. Tu vois, j'en pouvais plus. Au-dessus, c'était une psychologue. Elle se rendait pas compte qu'en marchant avec ses talons, elle nous cassait les couilles parce qu'elle attaquait ses consultations à l'heure où nous on allait dormir. Enfin, moi j'allais dormir parce que c'est vrai que je suis un noctambule. Oui, on parlera de ton rythme de vie, ouais. Donc, le plus difficile pour moi dans mes problèmes existentiels, c'est mes insomnies. C'est mon décalage horaire systématique. Parce que ça fait que même quand je veux me coucher tôt, j'arrive pas à dormir. Même quand en fait, il faut que je tombe quand je tombe, là, je dors, c'est sûr. Si j'ai la nécessité de dormir, je vais m'allonger sur mon canapé, même s'il est 17h, 18h. Est-ce que tu vas bien en ce moment? Parce que je t'ai eu hier soir, je t'ai envoyé un texto, je crois, il était 10h30, je te dis, bon, il est tard, je vais au lit, et tu m'as dit, moi aussi. Tu es sûr que tout va bien? Hier, tu t'es couché à 11h du soir, c'est ça? Non, mais j'avais fait l'impasse, je crois, sur la nuit d'avant. Parce qu'en fait, ce que provoque le confinement, c'est que je reste bloqué devant des conneries, que ce soit des trucs musicaux, des films de cul, des conneries, classer mon ordinateur. J'ai tellement de retard sur tout ce que je fais. Tout ce que je fais a un retard considérable. Donc en fait, j'ai 2000 mails à gérer dont je me suis pas occupé. Les gens m'écrivent en plus tous les jours sur mes pages Facebook, ce qui m'arrange pas du tout parce qu'ils m'écrivent en message privé. C'est pas mon adresse mail, les messages privés sur Facebook. C'est une petite poignée de privilégiés qui peuvent faire ça. Et là, tous les jours, je reçois des conneries qui me font perdre, je sais pas, 2 heures, 3 heures. C'est infernal. Est-ce que tu penses que justement c'est ce qui a changé avec les artistes aujourd'hui, notamment pas mal d'artistes qui sont produits, d'être en relation directement avec ça, le public? Voilà. Ça c'est le positif. Mais il faut arriver à gérer. Mais il faut que les gens comprennent. Mais il faut que les gens comprennent qu'on a une vie et qu'on n'est pas à leur disposition. Il faut aussi que les gens comprennent ça. C'est compliqué pour eux parce que ils m'envoient 15 vidéos à la con avec leur chien, leur machin, leur truc, ou si tu m'aimes, communique ce bisou à un tel, mais j'en ai rien à foutre de ça. Je perds un temps fou à ouvrir le message, à me dire qu'est-ce que je fais, poubelle, pas poubelle, je réponds pas. Parce que le problème, c'est que moi, c'est 25 messages par jour sur 7 pages différentes. Fais le calcul. Oui, c'est vrai que tu as multiplié, c'est parce que tu as plusieurs carrières, donc il faudrait que tu regroupes tout sous une seule et même entité. Mais est-ce que ça t'a gêné au niveau de la création? En fait, tu as trouvé ta liberté avec l'autoproduction, en te détachant quand même des majors et des maisons de disques. Est-ce que ça a été un choix pour toi qui a été, c'était contraint et forcé ou c'était vraiment un choix? Ou les deux? C'était un mélange des deux. La réalité est que je me suis séparé de Tréma qui était distribué par une major, par une multinationale, parce qu'on était en fin de contrat et parce que j'avais un 4e album à leur fournir et j'ai été voir le président et je lui ai dit, vu la promo que vous avez fait sur le 3e, vous avez compris que j'ai aucune envie de faire un 4e disque chez vous. Donc j'ai décidé d'arrêter avec eux. De devenir artiste indépendant, ça c'est une décision, et de pouvoir gérer ma carrière comme je l'entends moi. Ce que ça a provoqué de négatif, c'est qu'il y a eu 2-3 années de gamberge, de savoir qu'est-ce que je fais, où je vais, comment ça se passe, et c'est au même moment en fait que Luc Plamondon m'appelle pour participer à Notre-Dame de Paris. Donc j'ai participé à la plus grosse comédie musicale française de tous les temps, en termes d'audience et d'exposition,
pendant 2 années. Alors impôt sur la grande fortune, enfin la totale. Mais par contre, j'en ai profité pour écrire des nouvelles chansons. Donc en 2002, je sors un album solo après 5 ans sans avoir rien fait en solo, puisque mon premier album était en 97. En 2002, je sors un album éponyme distribué par Universal, et là, ça met un terme absolu à mon attirance pour les multinationales. Parce que là, dans le genre, aucun travail n'a été fait, ça a été les rois. Rien n'a été fait. Donc je me dis, j'arrête, je mets en stand-by Hanson en solo, et j'ai créé Furious Zoo. Furious Zoo a sorti des albums sur un petit label sur lequel je suis toujours, qui s'appelle Brennus, Rebelle. Je suis sur la frange du label qui s'appelle Rebelle, et ça me va très bien à tous les niveaux, en termes d'image, et pour le boulot qui est fait, quoi, parce que j'ai pas besoin d'une multinationale au cul, ils savent pas bosser, c'est des cons, il y a une espèce d'arrogance et de prétention là-dedans, ils savent pas travailler les artistes, ça se saurait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus problématique, parce qu'en fait, ils s'occupent des gros, qui n'ont plus de carrière, en fait, c'est juste du one shot, très, très souvent. Toi, tu fais partie de ces dinosaures, en fait. On est des dinosaures aujourd'hui. Je sais pas si des je suis un artistes dinosaure, comme ça, il y en aura plus. Il y aura plus d'artistes comme ça qui vont faire toute une carrière, je dirais, de 20 jusqu'à 60, 70 ans et plus, quoi. On est quand même, il y a une chose qui est inévitable, c'était Jean-Jacques Goldman qui me disait ça, il y a une chose contre laquelle on peut pas lutter, c'est le vieillissement. Donc si tu veux, après il faut apprendre à durer. Il y a ceux qui ont envie d'apprendre à durer, moi j'essaie de durer dans le temps parce que j'aime ça, parce que la vérité c'est que ça me fait kiffer. Ceux qui se sont retirés de la scène et du marché du disque, c'est parce que ça les fait plus kiffer, je pense. France Gall, elle faisait plus de scène parce que ça l'intéressait plus, parce qu'elle avait tout fait, elle avait tout connu. Je pense que Jean-Jacques, s'il fait plus de nouvel album et s'il fait pas de scène, c'est parce qu'il a tout vécu. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Donc le mec là, il change 3-4 lignes d'un texte qu'il a fait il y a 25 ans et il fait un hommage magnifique à tout le circuit médical, et il passe ça sur Internet, et à mon avis, ça va faire quelques millions de vues, parce que le mec manque à une population qui aime ce type de variété française. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange tous les genres pour pas m'emmerder, c'est aussi simple que ça. Donc je fais autant du rock que de la pop, que du métal, que de la fusion, etc. Pour en revenir à la décennie qui nous intéresse, les années 80. Toi, dans tes influences, je sais que tu reprends donc du Judas Priest. Pour toi, Judas Priest et Rob Halford étaient représentatifs de cette scène-là des années 80? Bah, c'était moi, avant qu'il fasse son coming out gay, j'étais persuadé il avait un truc différent, ce mec-là, parce que dans sa gestion. Ah ouais, donc il faut expliquer à ceux qui nous connaissent pas, Rob Halford, donc de Metal God, une des plus, le dieu du métal, plus puissantes, voilà, une des voix les plus puissantes du heavy, a fait son coming out en disant qu'il était gay. Et moi, je sentais qu'il y avait un très tôt, hein, c'était dans les années 90. Il a mis du temps, mais il a fait avant qu'il y ait tout cet engouement et puis cette banalisation aussi de la gay attitude. Oui. Voilà. Il l'a fait avant, ce qui était tendancieux, quand en plus il représente quelque part le dieu du métal et le côté de clous, de cuir, voilà. Voilà, les lunettes, le machin, le fouet, et en même temps il y avait plein de gimmicks des gays de San Francisco. San Francisco. Donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, Halford et Judas Priest, c'était l'archétype du métal. C'était le métal moderne à l'époque, entre guillemets. Ils avaient radicalisé ce qu'avait fait Black Sabbath, ils avaient radicalisé ce qu'avait fait Led Zeppelin, etc. En plus rapide, en plus puissant, en plus violent. Et donc, oui, quand je rends un hommage à Halford et Judas Priest, je m'éclate parce que c'est toute ma culture adolescente qui passe en revue, quoi. Là, on l'a fait avec Christophe Godin, un extraordinaire guitariste. Ah oui, c'est hallucinant. Il y a des extraits, je ne sais pas où j'ai vu ces extraits vidéo. Où est-ce que tu les as publiés? Je les ai passés sur mes pages. Sur tes pages Facebook, ouais. C'est Christophe Godin, ouais. Voilà. Michael Zurita. Il est toujours avec toi, Michael. Donc, voilà. Il est dans tous mes projets, Michael. Pour moi, c'est partout, ouais. Une brute. Dimitri Obolensky, le bassiste de Zoo. Et le batteur, c'est le batteur de Satan Jokers et de Morgel Bull, le groupe de Christophe Godin. C'est Aurélien Zoulias, qui est un cyborg à la batterie. Oui, vous voyez, qui est un fan de hit aussi. Donc, j'aurais plaisir à le rencontrer. Je le connais pas. Là, c'est un assassin. Mais est-ce que la batterie, c'est, je pense, des instruments que tu préfères, parce que tu es batteur en fait à l'origine. Ouais. Et t'es pas un manchot, parce que t'as un grand prix aussi du conservatoire, c'est ça? J'ai un prix d'excellence du conservatoire. Ok. Et tu as une école où tu enseignes la batterie?
Et le chant. Les mercredis et les vendredis, j'ai une école où j'enseigne la batterie et le chant. C'est important pour toi de transmettre je pense à c'est les jeunes qui viennent plutôt, non? Non, c'est tous les âges. J'ai tous les âges. Ok. La transmission, c'est fondamental dans ma vie d'artiste, dans ma vie de créateur, dans ma vie de musicien. Je suis jamais allé à reculons dans mon école. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi tu as plongé sur la batterie? Comment tu as arrivé à être batteur? Entre toi et moi, je joue de pas mal d'instruments, de la basse, de la guitare, tout ça, et j'adore la batterie, mais j'arrive pas. J'ai pas l'indépendance des membres, si tu veux, et c'est par contre je dirais l'instrument que je préfère. C'est pas ce que m'a dit ta femme. C'est pas ce que m'a dit ta femme. Ta femme m'a dit que tu as une très bonne indépendance du membre. Mais à part ça, tu vois, les autres membres, c'est un petit peu difficile. Mais au niveau de la batterie, je te disais, c'est physique. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet instrument? Je vais te dire la vérité. Quand j'étais gosse, à 6 ans, on s'est mis à écouter Led Zepp, Black Sabbath, Deep Purple avec un pote d'école qui s'appelle toujours Benjamin Raffaelli. Son père était guitariste de jazz. Donc il avait une petite guitare flamenco, ça a une petite guitare miniature, et il commençait à jouer dessus. Il fallait bien pour faire un groupe, même si on n'était que deux, on a fait un groupe à deux, et moi j'ai scotché des barils de lessive. Alors je peux donner les marques, hein, Homo, Dash, Ariel, des super. Et chacune avait un son différent. Parce qu'à l'époque, c'était des barils de lessive que les mamans achetaient. Des barils, ouais, c'est ça. Ouais. On les scotchés ensemble et ça m'a fait une batterie. Ça a été ma première batterie. La cymbale, c'était une jante de bagnole du père de Benjamin. Ok. Et ça a été ma première batterie. Mes grands-parents, voyant à 9 ans, 3 ans après ce genre d'expérience, que la batterie, ça me branche vraiment, ma mère m'inscrit au conservatoire. Et mes grands-parents m'achètent ma première batterie, l'équivalent de 1000 francs. 1000 francs. C'était que dalle. C'était beaucoup à l'époque, mais c'était que dalle. C'était une batterie toute pourrie. J'ai Paul Becher, la deuxième année, j'avais voulu acheter un deuxième tome médium, il n'y avait déjà plus la couleur. Donc on l'avait pris gris métallisé, parce que ça me plaisait cette couleur-là. Ouais. Mais la deuxième année, il n'y avait déjà plus la couleur. Parce que la batterie, elle était tellement pourrie qu'ils en avaient vendu 0. Ils avaient jeté le modèle. Donc si tu veux, ma première batterie, c'était une batterie, la marque c'était Peters. Donc si ma mère regarde l'émission, ça va la faire marrer. Ouais. Donc maman, merci à toi, Mémé et Pépé. Vous m'avez fait faire de la musique. Merci beaucoup. Donc ils t'ont offert cette première batterie et tu es tombé amoureux de cet instrument. Et ouais, et puis tu sais, quand ton meilleur pote fait de la guitare, bah toi tu veux être le complément. Donc la batterie et le chant. Lui il chantait pas, moi j'ai été obligé de chanter par la force des choses. Ok, donc le chant aussi, c'est arrivé alors un petit peu par hasard? À 9 ans. Ok. 8-9 ans. Mes premières cassettes, je les ai gardées, je les ai mises sur CD. Mes premières cassettes, jure, le Cobra Robert Plant, en plus, j'avais pas mué, tu vois. Alors, la voix est comme ça. Mais les titres sont déjà cohérents, enfin, ça a un sens, quoi. Ouais, c'est assez rare des batteurs comme ça qui chantent. Ouais, il y en a, Phil Collins, le mec des Eagles, il y en a. En général, le mec, il y a des moins bons exemples aussi, hein. Le mec d'Il était une fois, mais dans le métal. Oh, je crois qu'il y en a quand même. Voilà. Je crois qu'il y en a, si, mais dans le métal, c'est vrai que il faut un frontman, il faut un mec devant. Parce que dans le métal, soit c'est le guitariste qui chante ou le bassiste, mais c'est vrai que c'est assez rare que ça soit le batteur. Je crois qu'il y en a quelques-uns, mais ils doivent pas être faits. Ils doivent pas être très nombreux. Mais c'est vrai qu'il faut un frontman. C'est celui qu'en fait qu'on voit qui gère de façon magistrale la scène. Moi, je suis très très fan de Bruce Dickinson. Tiens, il y a quelqu'un qui dit mes cours sont top, 10 ans que j'y suis et jamais moi non plus je n'y viens à reculons. Merci Mumu. Ouais, mais ça c'est tes potes que t'as fait venir là. Je te connais là. T'as fait venir pour faire de la pub là de ta école là. Ah, Aurélien Ozulias, hello à vous deux, portez-vous bien. Aurel, il regarde. Aurel, c'est le batteur que tu veux rencontrer. C'est le batteur. Mais salut Aurélien. Et au plaisir de t'inviter en live sur un prochain live. J'adore ton jeu et puis je te ferai venir à Marseille parce que je veux absolument produire. En plus, il a pas la langue dans sa poche. C'est un mec, il a un vrai discours. Il a un discours musical, mais il a un vrai discours d'être humain. Donc c'est un mec qui a des idées sur beaucoup de choses. Et vous pourrez parler du confinement et du coronavirus parce qu'il a lu tous les dossiers sur le corona. Il m'a envoyé des dossiers hallucinants. C'est un mec vraiment intéressant. Et Laurel, je t'embrasse très fort. Ok, bah écoute, ça sera un rendez-vous pris pour demain, on va pas perdre de temps. Tu m'as coupé quand je t'ai dit je suis grand fan de Bruce Dickinson. Ah ouais, grand chanteur. Donc il vit à Paris maintenant, parce que son amie est parisienne, ouais.
Et moi, j'adore ce chanteur par rapport à sa voix et par rapport aussi à son jeu de scène. Ouais. Ouais, il a un truc. Bon, moi, je trouve qu'il fait un peu trop souvent les mêmes mouvements, mais j'aime sa voix. C'est-à-dire que je me suis fait un best-of très récemment. J'étais hermétique à Iron Maiden depuis qu'ils avaient remplacé Paul Di'Anno parce que j'aimais bien le côté loser, le côté, destroy de Di'Anno. C'est pas pareil, en fait, c'est plus punk, ouais. Non, mais Dickinson est un bien meilleur chanteur, hein, c'est clair et net. Hein. Et là, je me suis fait un best-of de Iron Maiden. C'est un grand chanteur. Je fais actuellement avec Rock Legend Run to the Hills en live. Ouais. Donc, si jamais un d'entre vous est en contact avec Dickinson, s'il vit à Paris, vous lui dites qu'il vient quand il veut voir Rock Legend, on se tape Run to the Hills. Enfin, je lui laisserai faire toutes les parties difficiles. Mais le refrain, c'est inchantable. C'est l'enfer tellement c'est... Compte sur moi pour lui faire passer le message, mon ami. Compte sur moi. Tu vois, tu me parlais d'Iron Maiden. Tu as fait une compilation, un best-of. Maiden, c'est quand même un groupe aussi qui est extrêmement riche au niveau des concept albums. Tu as parlé des concept albums que tu as fait avec Satan Joker. Et je t'assure que Iron Maiden, tu l'apprécies encore plus avec l'âge, lorsque tu comprends en fait le contenu en fait de ces albums. Et j'ai lu la biographie de Bruce Dickinson. C'est un mec hors du commun. Hein. Bon, il te pilote à 747. Voilà, c'est un champion d'escrime. Voilà, c'est du high level, comme dirait mon ami Jeff. Donc, il a écrit une bio qui est fantastique et je peux faire un peu de pub pour tes livres quand même. Tout gros yeux. Donc, un livre où tu te mets à nu. Hein. Tu te mets à nu et tu parles sans tabou de ton addiction à la cocaïne, celle qui a failli te faire, dériver vers des côtés et des territoires obscurs, hein, mon ami. Mais tu en es revenu vivant et j'adore celui-là par contre. Ouais, c'est le meilleur. Roman. C'est le meilleur celui-là, ouais. C'est un roman qui s'appelle Rockstar, donc écrit par Ron Swanson. Et puis donc on raconte la vie. Comment il s'appelle ton héros? Je me souviens plus. Franck. Comment tu sais pourquoi j'ai le nom du héros c'est Franck? Parce que ma mère, c'est Franck, c'est ça. Ma mère, si j'avais eu un deuxième prénom, m'aurait appelé Franck. Ok, donc on devine quand même que Franck c'est un Ron Swanson un peu imaginaire, un peu fictif, un peu réaliste, voilà. Absolument. J'ai adoré. C'est vraiment ça, tu vois, des lectures que, en fait, dès que tu commences, tu te languis. Moi, je lis souvent le soir, tu vois. Donc en fait, tu te languis de finir de manger et de prendre ton bouquin, tu vois. Et ça vaut tous les Netflix du monde, tu vois. Parce que quand t'accroches à un bouquin, ça te fait travailler ton imagination. Tu vois, et tu es acteur en même temps. Tu es acteur. Ce bouquin, il est très cher à mon cœur parce que c'est vrai que bon, ça a été le dernier acte d'une espèce de triptyque thérapeutique engagé avec Laurent Carilla, avec le psychiatre Laurent Carilla. Donc, écrire un premier roman quand tu sais pas trop comment t'y prendre. C'est délicat et j'ai eu envie de parler une dernière fois justement de ce qui est un vrai problème sociétal et pendant des années on a dit que la coke c'était pas grave, qu'on s'en sortait comme on voulait, qu'on pouvait arrêter quand on voulait. C'est totalement faux et mes bouquins ont la vocation d'expliquer que tant qu'on ne sait pas si on a justement une propension à l'addiction, il faut pas dire des conneries, il faut pas dire c'est facile. Mais non, c'est pas facile. Il y a des gens pour qui c'est pas facile. Il y a des gens, ton cerveau, il sait qu'une entrecôte, c'est super bon. Mais ça, c'est facile à gérer. Ça, c'est facile à gérer. En ce moment, je peux pas aller bouffer de barbac ou je peux pas aller au resto avec Flo. Mais ça, c'est facile à gérer. Mais une addiction à la cigarette que tu trouves dans n'importe quel tabac ou chez n'importe quel épicier qui te le vend sous le manteau, une bouteille d'alcool, la bouffe, etc. C'est des grosses addictions. Et la drogue, c'est des grosses addictions. Et il y a certaines personnes pour qui c'est beaucoup plus dur de s'en sortir que d'autres. Et moi, j'ai eu un mal fou et le singe est toujours sur mon épaule et ça fait des vagues, Je fais des allers-retours avec ce problème. Et tu as fréquenté des groupes d'anonymes? Oui, je vais chez les narcotiques anonymes, pas régulièrement, mais j'ai une chanson sur mon nouvel album qui s'appelle 12 étapes, qui parle des 12 étapes des narcotiques anonymes. Ok. C'est des choses, pour toi, le principe est intéressant? Oui, il y a un petit côté sectaire qui me dérange un tout petit peu, et en même temps, le concept
il est génial. Mais il faut le faire plus régulièrement que ce que je fais moi. Moi, j'y vais un peu comme une envie de pisser, quoi. Tu vois, j'y vais vraiment. J'y suis même allé avec Florian, qui a découvert ce que c'était et qui a un point de vue. Ça lui a presque fait peur, si tu veux, parce qu'à la fin, tu vois, on était très peu, parce que c'était dans mon nouveau lieu de résidence. Je lui ai dit, cherche-moi un endroit où il y a des réunions. Ouais. J'ai besoin d'y aller, il faut que j'y aille. Et je voudrais que tu vois ce que c'est. Ouais. Elle qui est en dehors de ça, même si elle connaît, elle a vécu, elle sait ce que c'est que l'alcoolisme, elle sait ce que c'est, enfin tu vois, elle a vécu dans un entourage complexe. Donc elle a été fumeuse elle-même, etc., etc., etc. Donc ce que je veux dire, c'est que je vois quelqu'un qui dit la cigarette est une drogue, c'est clair, bien sûr que la cigarette est une drogue. Moi, je l'ai jamais dit, mais pendant 15 ans, j'ai fumé, puisqu'en fait, je mettais de la drogue sur les cigarettes. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain, et ça, il a fallu pareil. Et étrangement, elle qui était fumeuse, c'est quelque chose dont on s'est débarrassé du jour au lendemain. Tu sais, j'ai fait un AIT le 18 juin 2018, ce qui est un accident ischémique transitoire. C'est pas grand chose. Le 30 juin, pardon, pas le 18 juin, le 30 juin 2018. Et du jour au lendemain, elle savait pas que sur le parking, elle fumait sa dernière clope. Et moi, je savais pas que la veille, j'avais fumé ma dernière clope. Mais quand il y a eu ça, cette espèce de, tu vois, de carton jaune qui dit attention, avertissement avant la sortie, parce que c'était pas un AVC, c'est avant l'AVC. Je me suis dit, déjà, ce problème-là, déjà, mettons-le de côté. Donc, tu t'es sorti, voilà, de certaines addictions. Tu es conscient et tu fais un gros travail de par tes livres, vraiment, de transmission d'informations. Ce que j'aime beaucoup dans ta démarche, j'adopte aussi la mienne, c'est qu'en fait, on juge pas. On juge pas les autres. Et on existe essentiellement de par nos expériences, de par notre vécu. Et donc, tu as un vécu quand même qui est riche et tu le transmets de par ces concept albums avec en musique. Tu sais, moi, ce que je dis toujours sur ce sujet-là, j'ai pas dit que j'étais un ange ou que j'étais le meilleur exemple de. J'ai une chanson sur le prochain album qui s'appelle Sexe, qui dit fais pas ci, fais pas ça, viens donner ta langue au chat, compte, ferme les yeux, compte jusqu'à 3. Oh là, et je dis que je suis pas le meilleur exemple qui est. Je suis pas du tout le meilleur exemple qui est parce qu'en fait, j'ai fait des allers-retours depuis la thérapie avec Laurent Carilla avec mon addiction, des allers-retours réguliers avec ce problème. Donc je suis pas le meilleur exemple de la planète. Mais ce que je sais, c'est que si mon exemple peut aider d'autres personnes qui souffrent d'une addiction quelle qu'elle soit, j'aurais pas morflé pour rien. Parce qu'au bout d'un moment, il faut bien comprendre un truc. Ça n'est plus un plaisir. C'est plus un plaisir. Quand la cocaïne, tu fais ça pour mieux respirer, parce que tu peux plus respirer, c'est plus du plaisir. C'est de la nécessité. Quand le mec, je te dis n'importe quoi, mais quand pour être excité mentalement, tu prends de la drogue, ou c'est plus un plaisir. Quand tu bois pour pas trembler, c'est plus un plaisir. Quand tu clopes, parce que sans ça, tu vois, t'es mal, tu respires pas bien, tu vois, il te faut ton truc, c'est plus un plaisir, c'est une maladie. Ouais, c'est une maladie qui devient en fait une nécessité. Mais en fait, on le ressent très très bien dans tes, on le sent vraiment bien dans tes livres. Parce que des fois, en fait, on a mal pour toi. Tu vois, quand tu racontes une fois, je me souviens plus, hein, c'est que tu devais chanter. Ben, je crois que c'était avec Bigard. Avec Bigard, voilà. Où tu te charques, en fait, pendant 3 jours avant. Mais en fait, tu te dis, non, mais il faut que je sois bien, il faut que je sois bien, il faut que je sois bien. J'en ai encore des sués, j'en ai des sués. Et en fait, tu te mets à l'envers, quoi. Putain, tu te mets à l'envers, tu chantes au Stade de France, quoi. Ouais. Donc c'est pour moi, tu peux me raconter cette anecdote? Ouais, avec grand plaisir, parce que là, tu me rappelles un truc qui est dramatique dans ma vie d'addict. Bon, ce qui se passe, c'est qu'en fait, 2 jours avant que Jean-Marie ne m'invite à chanter au Stade de France sur une tonalité qui est celle de Balavoine, puisqu'il me demande de faire, quand on arrive en ville, à la tonalité de Balavoine, donc plus haut que la mienne, un ton plus haut que la mienne, je suis dans ce que j'appelle
une spirale qui a duré 3 jours. C'est-à-dire que ça, on est tombé sur je sais pas quelle drogue avec mon ex-ex-ex, Ouais. et je suis dans une spirale infernale impossible à arrêter. Ce qui fait qu'en fait, c'est la raison qui à un moment me fait dormir 6 petites heures pour 3 jours non-stop de prise de drogue, et je me retrouve au Stade de France avec laryngite, le nez éclaté, impossible de chanter, etc. Et tu sais quoi? T'étais mal. Je fais tout à l'arrache, je fais tout comme un Italien, tu sais, à l'arrache, à l'agonie, tu sais, j'ai la voix cassée, et les gens, les 25 000 personnes invitées pour le big test de Jean-Marie Bigard, puisque c'était un test pour qu'il vérifie le son qu'il y aurait un mois après pour son Stade de France avec 50 000 personnes. Ouais. Donc 25 000 premières personnes qui avaient acheté leur place étaient invitées à voir le big test avec plein d'artistes. Et je fais le triomphe de la soirée avec 6 chansons où je mets mes couilles sur la table, où je donne mes tripes et les gens me font un triomphe. Et je vais voir Jean-Marie presque des larmes aux yeux, je lui dis pourquoi ils ont hué Nolwenn Leroy, pourquoi ils ont pas se sont pas enflammés quand Joey Starr est venu sur scène. Et il me dit pour Nolwenn, je vais t'expliquer, elle vient de la télé-réalité, toi t'es vrai, et ce que t'as envoyé là, c'est ta vérité. Et mon public, enfin son public donc, ils ne s'y trompent pas. Ils ont vu que t'as tout donné et que t'étais malade, que t'étais fatigué, Ouais, mais t'as t'étais tout donné. malade, t'étais malade, quoi, mais Ah ouais, non mais surtout qu'en plus Jean-Marie, tu vois, il connaît, c'est pas ouais, le meilleur. c'est pendant c'est pas un 3 star, jours, quoi. Donc, en fait, c'est un passage, sincèrement, en fait, on a envie d'arrêter pour toi, tu vois, on se dit, et on sent cette souffrance, tu vois. Ben, Et ça, c'est, et ça transpire dans ce que tu écris. Moi, j'aime beaucoup, hein, tes écrits, hein. J'aime beaucoup tes textes aussi, mais, voilà, je trouve que tu as vraiment ce talent d'être avec cette sincérité, tu transpires la sincérité, vraiment, tu nous embarques avec toi, quoi. c'est gentil, ça me touche beaucoup. Ouais. Ça me touche parce que nous, comme on est fan de toi, j'aime bien me dire que l'inverse est réciproque, ça me fait plaisir. Bah, écoute, on va arrêter de s'envoyer les fleurs, on va revenir aux années 80, mon ami. En dehors de Judas Priest, quels sont les groupes de ces années-là? Est-ce que tu as été embarqué, est-ce que tu as embarqué également dans cette new wave of British heavy metal? Tu sais, ce Oui, bien sûr. courant-là, voilà. Il y avait Bien sûr. Saxon aussi, Biff Bifford. J'ai tout devant moi, là, j'ai tout devant moi. En vérité, je pourrais envoyer du son sur tout ce que tu es en train de me citer là. Moi un petit son. Un petit son. On fait un blind test. Saxon, moi, Saxon, ce que je préfère d'eux, c'est celle-là. Celle-là, Heavy Metal Thunder, pour moi, Heavy Metal Thunder, ouais. c'est Saxon. Pour moi, la chanson qui représente Saxon, c'est celle-ci. Alors, on attend que ça, tu vas voir, tu vas voir. On n'entend rien, Renaud. On dirait que c'est dans un aquarium. Oh, mais trop fort. Je le mettrai un extrait en incrustation dans la vidéo, parce qu'on entend mal, là, en fait. Mais il y a plus de groupe qui joue aussi vite que ça et aussi fort. Le son, il doit saturer parce que ça joue fort, là. Ouais, et tu sais, en fait, quand j'ai fait les entrevues Heavy Metal Food, où j'ai rencontré les rockstars, tu sais, par rapport à leur mode alimentaire, j'ai rencontré Biff Bifford. Donc, c'était au Foufoune électrique à Montréal. Ouais. Avec Saxon. Et pour moi, je voyais une légende, tu vois, arriver avec. Il est grand, non? Il est aussi grand que moi. Ouais, il est aussi grand que moi. C'est des bonheurs. Et donc, il a une voix. Tu sais qu'il a eu un petit problème, là, il y a 2 mois, là. Il a eu un petit problème cardiaque il y a 2 mois. Ouais, il a eu un pontage, en fait. On lui a fait un pontage. Mais tu sais, à partir de, je dirais, à partir de cet âge-là, voilà. Et tu sais, lorsque je l'ai rencontré, c'était il y a 5-6 ans à Montréal. Donc, ils sont pas forcément hyper connus, hein, aux États-Unis. Ils faisaient une tournée et ils tournaient comme les petits groupes, quoi. Tu vois, ils avaient un petit bus. Ouais. Et ils me disaient dans l'entrevue, ce qui est le plus dur, c'est de revenir aux conditions il y a 30 ans. Enfin, j'ai plus l'âge, quoi. Tu vois, ils souffraient de faire, voilà, parce que les conditions ne sont pas forcément idéales, même pour ces groupes, je dirais, mondialement reconnus. Ouais. C'est des gens qui mettent le cœur à l'ouvrage, quoi. Le plus dur dans ce type de tournée, parce que moi j'ai fait aussi des tournées en car avec Starmania, mais on dormait à l'hôtel. Dormir dans les tourbus,
je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas faire ça. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Je préfère me payer une chambre d'hôtel sur mon cachet, être mais tranquille. très souvent, tu vois, les tournées aujourd'hui sont tellement courtes. En fait, il faut qu'ils roulent parce qu'ils peuvent pas dormir, sinon, Bah ouais. voilà, ils ont pas le temps de faire les trajets, voilà. Donc, sinon, tu m'as cité Saxon, tu me citais aussi quelques autres coups de cœur pour nous Ah, il replonger y dans avait ces Maiden. années-là. Maiden, on en a parlé tout à l'heure, mais Maiden, toi t'adores, tu connais tout. Mais Maiden, je vais te dire, moi, le passage que j'aime le plus, Ouais. chez Maiden, c'est ça. Tu vas reconnaître. C'est un passage instrumental. Donc il n'y a pas de voix, mais ce passage-là, je trouve qu'il est énorme, si j'arrive à le trouver. Alors attends. Attends, bouge pas, bouge pas. Je vais le trouver. Je bouge pas. Mais on n'entend pas très bien le son. Le son, il est Attends, je vais comme te le dans un mettre, aquarium. C'est ça que je préfère. C'est ce passage-là. Ce passage-là, il me rend fou. Il y avait Nico McBrain à la batterie, qui est phénoménal aussi. Ah, c'est un assassin, mais moi, je le préférais chez Pat Travers. Je sais très bien ce qu'il fait chez Iron Maiden, mais moi, j'adorais le trio Pat Travers, un Canadien extraordinaire. Il a joué, Nico, il a joué dans Trust. Et ouais, il a Un fait petit passage éclair dans Trust. Ouais. Alors, tu me parlais de tourbus, que tu as du mal à dormir dans des tourbus. Écoute, j'ai rencontré, c'était à Toronto, j'ai rencontré Motley Crue, j'ai rencontré Nicky Six, et j'ai vu leur tourbus, ils ont un tourbus chacun, d'accord? C'est comme un hôtel sur roue, tu vois. Ouais. Je pense que là, tu kifferais. Bah oui, oui. Là, dans le tourbus de Nicky Six, là. Voilà. Ouais, bah là, c'est pas pareil. En plus, il y a toujours de belles femmes avec Motley Crue, tu le sais. Ouais, ça, j'imagine. Alors, Motley Crue, c'est quand même un groupe qui a un petit peu influencé Satan Joker. C'est pas un groupe qui a influencé Satan Jokers. À notre grand malheur et à notre grande déception, on s'est rendu compte Au niveau avec du look, je parle au niveau du look. Non, justement, non, on a Ok. fait ça bien avant eux. On était déjà lookés comme ça 2 ans avant eux. Et quand on les a vus arriver avec Livewire, avec cette espèce de clip où le mec, il a un sloogie rouge, le chanteur, il a les Vinyle, cheveux ouais. blonds décolorés, C'est le vinyle, bassiste, ouais. il bouge comme Laurent Bernard, le batteur, il fait tourner les baguettes comme moi je faisais, il a une double batterie Ouais. pareil, il fait bouger les cheveux, parce qu'à l'époque j'avais les cheveux longs. On a pleuré notre mère. On s'est dit, on est mort. Ok. C'est foutu. Ok. Donc vous étiez, ça je savais pas. Tu vois, je pensais que vous vous étiez inspiré Alors, pas de du tout. Motley Alors, Crue. Motley, c'est un groupe qui nous a jamais influencé du tout. Mais c'est fou parce que c'est vrai que, enfin, voilà, c'est fou parce que, voilà, avec cette crinière blonde, cette gestuelle, c'était, voilà. Est-ce que tu as C'était la aimé même ce courant, ça c'est le courant glam, donc le glam rock, hein, des années 80, Glam metal. notamment aux États-Unis avec Poisons, avec, Motley Crue qui était vraiment les fers de lance de ce mouvement avec Cinderella également. Il y a quelqu'un qui demande si j'ai vu The Dirt, le film sur Motley Crue. Bien entendu que je l'ai vu. Phil Lovagiro. Bien entendu que je l'ai vu. Alors, et c'est pareil, je l'ai vu avec Flo, et je lui dis, putain, j'ai l'impression de voir un film sur ma vie, quoi. Phil Lovagiro, c'est pas un anonyme. En fait, c'est un ami, c'est un chanteur, avec qui j'ai joué, avec qui je fais beaucoup de piano bar, parce que moi aussi j'ai fait du piano bar. Non. Et avant de me produire sur scène, tout ça, ouais, donc c'est avec Philippe. Et Philippe va nous aider aussi à te produire, parce qu'il va nous aider à te faire venir à Marseille, voilà. Et Philippe, lorsqu'on s'est revus, on s'était perdu de vue il y a quelques années, et il m'a avoué qu'il était très très grand fan de Reno Hanson. J'ai dit, mais depuis quand? Il me dit, ben depuis que je suis tout petit, enfin depuis que je suis adolescent, voilà, j'adore Reno Hanson. Donc voilà. Donc tu as des fans. C'est quoi? J'aime beaucoup tes amis. D'accord. Et donc, je trouve que tes amis ont très bon goût. Ouais, ils ont très bon goût, ouais. Et puis ils aiment bien les personnages un peu fêlés, tu vois, un peu fêlés comme toi. On aime bien, tu vois. Tu es pas consensuel. Dis-moi, Renaud, en parlant du glam, donc tu m'as pas répondu. Tu aimais ce courant de. Moi, ce que j'aimais dans le glam, c'était Slade et Sweet et Angel. C'est vieux ça. Oui, je parle des inventeurs du genre. Moi, je parle des inventeurs du genre. Les vrais inventeurs du genre, c'est Slade, Sweet, tu vois. Et avant Motley Crue, c'était Angel aux États-Unis. Ouais. Non, j'aimais bien ça, mais j'aimais pas trop Rat, j'aimais pas trop Poison.
Non, j'aimais que, dans le genre, j'aimais que Motley Crue à la limite, quoi. Ok, ok. Donc c'est un courant en fait il y a eu Bon Jovi aussi. Faut pas Oui, dire que mais c'est Bon vraiment Jovi du glam, mais c'est plus hard FM que glam, Bon Jovi. ouais, C'est plus du hard FM, du hard ouais, pop, quoi. ouais. Est-ce qu'un groupe comme Van Halen t'a influencé avec les Là, Van Halen, avec c'était sexe, drogue et rock'n'roll comme Satan Jokers. Mais Van Halen, eux, en plus, ils avaient la technicité. C'est-à-dire que Edouard Van Halen, il n'y a pas 3 guitaristes au monde qui jouent comme lui, quoi. C'est et il y avait son frère donc Alex la batterie. qui est pas un manchot non plus. Non, très bon batteur, très bon batteur. Très, Et très, David Lee Roth. et David Lee Roth, pour moi, ça reste un dieu scénique, même si aujourd'hui, bon, voilà, il est un peu en décrépitude, Ouais, il mais souffre un peu au niveau vocal, ouais. voilà, il souffre vocalement, même physiquement, il est un peu gauche. Enfin, tu vois, on voit le mec qui a fait beaucoup de sport, mais qui est un peu raide de partout, là. Ouais. Tu vois, faut pas que tu finisses comme ça, hein. Tu vois, Non, on non, sent non, je qu'il vais a- essayer. Non, déjà, je fais pas le grand écart comme David Lee Roth. Ah, d'accord. Mais on m'aurait menti, alors. Ouais. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que, ouais, David Lee Roth, c'était un grand showman. Grand showman. Donc j'ai eu la chance de revoir moi la formation il y a 3 ou 4 ans. C'était au Madison Ah, tu les Square as vus, la Garden. reformation? À New York, ouais, au Madison Square Garden. Et je les ai Énorme. revus aussi à Montréal. Moi, je les ai vus 2 fois. Donc voilà, je suis toujours un peu déçu par ces reformations parce que bon, il y avait le fils en plus. Il y avait plus Michael Anthony, tu sais, à la basse. Ouais. Il y avait le fils donc d'Edouard Van Halen. Ouais. Voilà, et puis on sentait, enfin, c'était plus le groupe, il n'y avait pas d'osmose, tu vois. Ils sont chacun là, bon, pour faire leur taf, je pense, tu vois. Ouais. Mais voilà, ça te fait quand même un pincement au cœur parce que ce mec-là, en plus David Lee Roth, a une signature vocale qui est vraiment particulière. C'est plus un crooner aussi, et puis voilà. Et avec ses tenues vestimentaires, quand même, là c'était pur années 80. Hein. Ah ouais. Ah oui, bah oui, avec les petits collants fluorescents, les boules burnes. Il a gardé les moules burnes. Ah non, non, je te parle des années 80. Ah, pardon. Là c'est différent. Là, c'est différent. En fait, avec son séjour au Japon, parce qu'il vit beaucoup au Japon, David Lee Roth, il a tout le torse tatoué, en fait, tu sais, avec... Ah, je savais pas. Ouais, il a tout le torse tatoué. C'est un grand fan de tatou. Et il s'est fait tatouer par un maître au Japon. Voilà, il est dans un trip vraiment au niveau du tatou. Et toi, les tatous, ça te plaît, hein? Ouais. Parce que là, tu m'en as fait un nouveau, là. Non, non, c'est, on a Celui-là, fini, il est nouveau, là. on a fini de recouvrir les bras avec une nana qui fait la pochette de mon nouvel album solo qui sort fin avril. Isabelle Clancard, une petite pensée pour Isabelle Clancard, qui est une tatoueuse incroyable. Ouais, Parce que là, le recouvrement, c'est compliqué à faire. Alors, qu'est-ce que c'est le recouvrement en tatou? Il y a quelqu'un qui me dit, et Steve ouais. Tyler. Steve Tyler, c'est Dieu, Loïc, oui, 1355. Steve Tyler, c'est Aerosmith. C'est mon héros. Tu penses bien qu'un mec qui s'en est mis autant dans le cornet, ouais. qui arrive encore à chanter comme ça, 70 piges. Mais parce qu'il est végan. Il est végan maintenant. Il est végan. Il est végan. Il mange pas de viande, mon ami. Ah merde. Ah oui, il est végan, pur végan, Steven Tyler. Ah ouais. Ouais. Ça a mal fini. En ce moment, ben justement, tu veux parler d'Aerosmith, je réécoute beaucoup l'album Rocks. Ah bah c'est l'album béton par excellence. 1974, 75, je crois. Ouais, 74 ou 75. Bon allez, on va mettre Back in the Saddle. Ça c'est l'ouverture. Ouais, c'est l'ouverture de Rox. Déjà, ça commence à une angoisse déjà. Ah ouais. Film d'horreur. Ouais. Et je remettrai du son quand il va chanter l'autre parce que c'est quand même quelque chose. Quand il chante là, on dirait toujours qu'il est en rupture, hein. Ah bah il est toujours à la limite. Toujours à la limite. Et il a quelque chose en plus il a un truc avec les autres. Mais on dirait qu'il a en bac, on dirait qu'il a le chat dans la gorge, quoi. C'est vrai comme Steven Tyler, David Lee Roth, tu sais ce qu'ils ont avant tout. Il y a quelqu'un, il y a grande voix. Il y a Rouget Thierry qui dit sa fille est pas mal non plus. C'est vrai que sa fille, je dirais même, on doit être bien dedans. Non, mais ne la menez pas sur ce genre de chemin, les pas amis. Sur ce terrain-là. Non, on va rester sur la musique. Laissez-moi me concentrer sur mon live, d'accord? Donc, je sais pas, tu vois, j'ai perdu le fil. Voilà, je te disais, tu sais ce qu'ils ont en plus de leur voix, de leur immense talent? Ils ont l'attitude. Oui. Moi, j'ai lu le bouquin de Steven. Je l'appelle Steven parce que c'est un intime. Non, je déconne. Non, mais parce que je connais
je connais toute sa vie à travers son bouquin. J'ai lu celui de Joe Perry aussi, que m'a prêté le guitariste de Rock Legend, justement Alain Muel, très bon guitariste. Et les deux bouquins se complètent, quoi. Voilà. Et l'histoire d'Aerosmith, c'est un truc de malade mental, parce que c'est pareil, c'est comme Black Sabbath. C'est des mecs qui sont tombés dans la poudre à un moment, et c'est un vrai combat, quoi. Et en fait, ça les a pas empêchés de créer, d'être exceptionnels et de durer dans le temps. C'est ça que j'admire le plus. On les appelait les Toxic Twins. Joe Perry et Steven Tyler, c'était les Toxic Twins, c'est de belles histoires. Tu sais que moi, je suis un grand fan, en fait, de biographie. Ouais, là, moi je suis aussi. en train de lire la biographie de Slash. Pour les Guns N' Roses, en fait, ce qui a donné envie à Slash de commencer la guitare, c'est Rocks, en écoutant Rocks. J'ai lu celle du batteur, moi. J'ai lu celle du batteur. De Guns. Steven Adler. Un grand cocaïnomane aussi. Elle est un peu triste, l'histoire. Oui, elle est un peu triste. Écoute, mon ami, l'heure vient de s'écouler. Je me suis régalé. Je pense qu'il va y avoir un deuxième numéro, si tu veux bien. Il faut qu'on fasse la suite, là. On a fait juste l'intro. On a fait que l'intro. Donc, est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine? On prend rendez-vous pour continuer ce live? Écoute, tant qu'il y a le confinement, chaud, là. Florian, elle me fait, viens, Flo, viens dire bonjour à ton ami, parce que elle est là, Flo. J'essaie de me lever. Bah alors, mais qu'est-ce que tu faisais à genoux par terre? Elle essaye de se lever, dit-elle. Non, ça passe pas. Elle dit bonjour à... Qu'est-ce que tu fais à genoux par terre, alors? Salut, Flo. En fait, j'ai pas eu elle est toujours à genoux par terre devant moi. Vous êtes phénoménal. Vous êtes phénoménaux tous les deux. Et je te réinvite la semaine prochaine. Il faut vraiment qu'on continue ce live. OK? Avec plaisir. Avec plaisir. Et on parlera un petit peu. On n'a pas parlé de chanteur de Scorpion, quand même. Grand chanteur. Klaus Meine. Et tu sais, bon, pour te dire, en fait, ça, tu vois, tu te rappelles de cette image? Ouais. Mythique. C'est l'album Mythique. Ouais. Mais en fait, je me suis un petit peu inspiré de ça pour Hit. Tu vois? Quand je D'accord. D'accord. Ah non, je savais pas que c'était ça l'idée. Ah ben voilà. Mais tu sais, c'est une exclue. C'est une exclue. Scorpion, quand j'étais gamin, Virgin Killer, je pensais que ce serait le groupe que j'aimerais toute la vie. Et puis après leur live à Tokyo, Made in Tokyo, là, au Japon, m'a un peu déçu. J'aimais pas trop leur batteur, Herman Rarbel, et j'ai moins aimé le groupe. Mais cet album-là, Blackout, énorme. Et puis Virgin Killer avec quand même une couverture, une cover de Virgin Killer. On le montrera au prochain live. Ouais. En fait, tu pouvais plus en sortir comme ça. Tu l'as? Mais c'est pas la vraie, c'était pas la vraie. Ça, c'est la deuxième qu'ils ont fait. Ah ouais, non, mais je te parle Virgin Killer avec la jeune fille. La jeune fille dénudée, voilà. Elle était malsaine. Elle était un peu malsaine. Mais là, ils ont fait autre chose. Ils ont refait la même chose, Virgin Killer, mais avec justement le groupe de l'époque. Ouais. Bon, non, moi, je préférais l'autre. On parlera de cette, parlera de cette pochette. On parlera de cette pochette, on parlera d'anecdotes. Elle a fait scandale, mais elle était top. Ouais. Mon ami, je me suis régalé. Tu as pris du plaisir? Il y a quelqu'un qui demande Def Leppard. Tu nous demandes. On parlera du Def Leppard, le prochain numéro. Tu nous demandes à nous si on connaît Def Leppard, à l'Artigo et Hanson si on connaît Def Leppard, mais voyons. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu seras pénalisé pour le prochain live. Renaud, je vais couper, sinon on va te couper de façon non spontanée. Merci beaucoup, mon ami. On a à nouveau fait un truc très sympa. Ouais, on télécharge et on va mettre ça sur YouTube, les amis. Salut Flo, merci à vous tous qui nous avez écoutés. Et deuxième numéro, la semaine prochaine. Prenez soin de vous, soyez prévoyants. Salut les amis. Ciao. Salut Gilou. Ciao, ciao.